Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce cursus du mercredi de Elmo qui est consacré donc aujourd'hui aux formations socio-éducatives de la haute école, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, animation notamment. Donc les cursus du mercredi, vous le savez peut-être, ce sont donc des séances d'info-études en live où en fait on aborde différents cursus, on vous donne plein d'infos sur le contenu des cours, sur les stages, sur les débouchés, pour que vous puissiez vraiment faire le plein d'infos sur ces différentes formations. À la fin de la présentation, on répondra vraiment à toutes vos questions. Merci en tout cas d'être là avec nous ici ce mercredi après-midi. Si vous êtes là, c'est que donc le social, le socio-éducatif vous intéresse. Vous avez peut-être envie de vous engager personnellement, professionnellement dans la relation aux autres. Vous êtes probablement empathique, vous souhaitez contribuer à une société plus juste, plus solidaire, vous souhaitez agir, vous avez envie d'aider, d'accompagner, le vivre ensemble, c'est sans doute important pour vous. Donc voilà un peu tous ces éléments, c'est souvent le profil des étudiants qui nous rejoignent dans ces formations socio-éducatives. Et quelles sont-elles? Puisqu'aujourd'hui, on va aborder 4 cursus. Et pour cela, on va accueillir des représentants, des spécialistes de ces formations-là. On va d'abord accueillir Salim Megerbi. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bonjour. Tu vas nous parler aujourd'hui de Elmo ESAS et des formations du département social, donc l'animation socioculturelle et sportive, assistante sociale et puis un master qu'on propose également en ingénierie et action sociale. On accueille également Marjorie Nibona. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et toi, tu vas nous parler aujourd'hui de Elmo CFEL et de sa formation d'éducateur, éducatrice spécialisée. Et je vous propose donc de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de se lancer dans ce cursus du mercredi. On va lancer le PowerPoint pour avoir un petit peu plus d'éléments et d'informations là-dessus. Donc au niveau des formations abordées, on vous les a déjà citées, vous les voyez, vous allez les voir ici affichées, 4 formations dans le socio-éducatif qu'on va vous proposer et qui sont organisées en fait sur 2 sites différents, Elmo ESAS et Elmo CFEL. Je vous propose de laisser tout de suite la parole à Salim pour vous parler d'un premier site, Elmo ESAS. Voilà, Salim, à toi la parole pour nous parler de ce site. Merci beaucoup. Donc, Elmo ESAS est situé à Liège, dans le quartier du Londeau, juste à côté de la galerie commerciale Médiacité et accessible facilement depuis l'hypercentre-ville à pied ou en bus. Et depuis la gare des Guillemins, notamment via la nouvelle passerelle, la Belle Liégeoise. À pied, entre la gare des Guillemins et Elmo ESAS, il y a maximum 10 minutes pour parcourir le trajet. Alors, Elmo ESAS regroupe environ 1000 étudiants et nous les accueillons dans un cadre d'études qui comprend clairement une dimension sociale et relationnelle privilégiée, notamment avec des espaces chaleureux qui sont aménagés pour allier bien sûr le travail, mais aussi la détente et les rencontres. Nous proposons des locaux qui sont tout à fait lumineux, dans un bâtiment qui a certes un cachet, je ne vous le cache pas, des locaux qui sont aussi de toutes les tailles pour nous adapter à nos modalités pédagogiques qui mettent en avant l'accompagnement, la participation des étudiantes et des étudiants et les contacts entre les étudiants et les enseignants. On a des auditoires, ce qu'on peut appeler communément des amphithéâtres, mais également des classes pour accueillir des groupes de plus petite taille. Chez nous, à Elmo ESAS, on tente véritablement de mettre l'étudiant au centre de la formation et on l'invite systématiquement à s'interroger sur lui-même, sur son métier, sur son futur métier, mais aussi sur la société en général et à s'impliquer, s'engager dans la vie de l'école, notamment avec ces fameuses agoras qu'on organise, de manière à permettre la participation de tous les étudiants à la vie de l'école dans son ensemble. On provoque aussi l'engagement des étudiants dans divers projets liés à l'actualité et au débat de société. Par rapport à cela, et vous avez quelques photos qui peuvent évoquer cet engagement des étudiants dans divers projets liés à la société, comme notamment un projet de théâtre en prison ou des animations publiques dans le centre-ville de Liège. Au niveau des facilités qu'on propose, on a un nouveau centre multimédia qui existe depuis maintenant 1 an, une bibliothèque qui est fournie en références liées au travail social, des espaces de travail pour les étudiants et une cafétéria qui propose au quotidien des produits qui sont frais.
Notre école se veut avant tout accueillante et je pense que c'est effectivement une caractéristique dont peut témoigner la plupart des gens qui passent, la plupart des étudiants qui passent par l'ESAS. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps au niveau des locaux proposés par Elmo ESAS. Un tout grand merci Salim pour ces informations sur l'environnement des études, sur le cadre de Elmo ESAS. Et je vous propose maintenant d'accueillir Marjorie pour nous parler de l'autre site qui est donc abordé aujourd'hui, c'est Elmo CFEL. Bonjour Marjorie, on t'écoute pour plus d'infos sur ce site. Alors, pour ce qui concerne le CFEL, nous nous situons également à Liège, mais dans le quartier d'Outremeuse. Donc, le CFEL, il propose la formation d'éducateurs spécialisés en accompagnement psychoéducatif. Je le précise dès à présent, car c'est une formation qui est organisée par le département pédagogique, car l'éducateur spécialisé, il a vraiment une mission d'éducation, une mission d'accompagner les personnes à se développer, à se construire comme être humain. Et je sais qu'on parle du site qui vous accueillera si vous choisissez de réaliser vos études supérieures au CFEL, mais je me permets cette petite introduction parce que le site n'est pas organisé sans lien avec la manière finalement dont nous souhaitons travailler avec les étudiants en rapport avec le métier auquel nous formons. Donc la formation, elle est proposée dans une école qui se veut à taille humaine. Donc actuellement, nous accueillons à peu près un peu plus de 400 étudiants. Et l'école se trouve donc en Outremeuse, qui est un quartier populaire, vivant, multiculturel de Liège, qui a un tissu associatif bien développé, qui est aussi à proximité du centre-ville. Alors, l'école tout entière se veut vraiment un lieu d'expérimentation de la relation. Et cette relation, elle est au cœur du métier auquel nous formons. Donc nos bâtiments, on peut peut-être revenir un petit peu en arrière au niveau du PowerPoint, simplement pour montrer le site. Voilà, on le voit à peu près. Il entoure 2 cours qui sont vraiment des espaces de convivialité réservés pour nos étudiants qui ont l'occasion d'y développer toute une série de projets d'aménagement de l'espace, qui conduit l'école à être vraiment un lieu où on peut voir les traces laissées par différentes générations d'étudiants qui s'y sont succédés. Alors, c'est vraiment, nous le souhaitons, une école, et là, je crois que les photos qui suivent dans le PowerPoint peuvent vraiment le révéler, peut-être la classe dans laquelle je me trouve actuellement également. On souhaite vraiment faire vivre à nos étudiants une vie dans une école où nous soutenons l'idée que le vécu est formateur en lui-même, avec donc un dialogue, un relationnel qui ont une grande place, des encouragements à questionner le monde qui nous entoure et aussi à se laisser questionner par les autres. Cela dénote notre volonté, ce site, d'ancrer vraiment une formation sur un terrain, une proximité, une formation centrée sur le concret et les relations avec les milieux professionnels. Alors, en termes d'aménagement d'espace, nous disposons de nombreux locaux qui ont également des tailles différentes et qui vont être aménagés de telle façon que de soutenir les dispositifs pédagogiques variés qui sont proposés à nos étudiants. Nous avons des salles qui sont vraiment réservées, je dirais, aux activités d'art plastique et qui se veulent favoriser les échanges et le développement d'une ambiance vraiment relationnelle spécifique. Il y a aussi des salles qui sont aménagées et réservées aux activités de langage et de pratique d'expression.
Nous avons une bibliothèque qui est spécifiquement dédiée au métier et aménagée de telle façon qu'elle jouxte un espace de travail où les étudiants peuvent trouver des postes de travail individuels et également des postes de travail collectifs. Et alors, notre bibliothécaire Sylvie Deberg est vraiment une ressource extrêmement importante pour les étudiants qu'elle guide dans leurs recherches et dans la possibilité qu'ils peuvent trouver de se nourrir en rapport avec les métiers qu'ils ont choisis. Voilà, j'ai envie d'ajouter quelque chose d'important, en tout cas qui nous semble important et qui est important dans la vie des étudiants dans l'école. C'est le fait que nous travaillons avec des personnes qui fréquentent des institutions au sein desquelles les étudiants réalisent leur stage, enfin certains étudiants en tout cas, pour organiser la cafétéria. Et donc ces personnes préparent des repas, des sandwichs, des potages chaque jour et font véritablement partie de la vie de l'école. Donc de manière générale, ce que je vais dire pour conclure en rapport avec l'organisation du site ici au CFEL, c'est que tout est mis en place pour favoriser un cadre de formation participatif qui favorise l'appartenance à un collectif, l'implication dans un lieu et l'ancrage dans les terrains d'éducation spécialisés. Un tout grand merci pour ces informations. Bah oui, on est là pour parler des cursus, mais ça nous tient aussi à cœur de vous parler des sites, puisque voilà, Marjorie et Salim viennent d'en parler. C'est sûr que l'environnement des études, eh bien, ça joue aussi et c'est aussi important. Vous allez peut-être y passer plusieurs années. Voilà, c'est important de voir un petit peu l'ambiance, le cadre de travail. C'est aussi très important. Petite information aussi par rapport à ces lieux. Sachez que sur le site internet, sur les pages des différents sites instituts Campus, vous avez des petites vidéos qui vous permettent aussi d'avoir en images, en vidéo et des visites des lieux, de découvrir ces classes et ces espaces dont on vient de vous parler. Mais on est là pour parler des cursus et donc je vous propose de passer maintenant voilà, aux bacheliers qui sont organisés dans le département social. Vous les voyez listés ici et on retrouve Salim qui va nous donner plus d'informations sur ces bacheliers. Merci beaucoup. Avant de détailler les spécificités de chacun de ces bacheliers ou du master, parce qu'on a aussi un master qu'on organise, je voudrais insister sur ce qu'on appelle les incontournables et finalement les points communs qui regroupent ces trois formations. Donc, si vous êtes aujourd'hui à nous écouter et à nous regarder, probablement que vous voulez vous engager dans une formation sociale parce que vous avez des qualités d'empathie, de sociabilité, parce que vous êtes attentif aux autres. Cependant, nous, on vise évidemment à des compétences sociales qui s'apprennent et qui se travaillent pendant 3 ans. Et parmi les incontournables que nous fixons par rapport à nos formations, il y a notamment des compétences en communication orale qui nécessitent par exemple d'arriver à prendre la parole en public, en classe, devant des groupes d'étudiants, mais aussi plus tard dans son travail, face notamment à des groupes de bénéficiaires. Des compétences en communication écrite qui sont importantes, par exemple pour rédiger des rapports sociaux, des demandes de subsides ou autres exemples. Troisième élément, c'est l'importance du travail en équipe à l'école, pendant votre formation, mais aussi dans vos futurs métiers, où ce travail d'équipe est un incontournable, indiscutable. Quatrième élément, qui est plutôt une valeur, c'est cette nécessaire ouverture à la diversité, avec la possibilité et la nécessité de s'intéresser positivement aux différences de génération, de religion, de genre, de nationalité, de prendre en compte les difficultés, qu'elles soient familiales, financières, de manière plus générale, sociale. Et donc cette nécessaire ouverture, elle est indispensable pour pouvoir atteindre les attendus que nous fixons dans nos différentes formations. Et dans le même ordre d'idées, une ouverture d'esprit. Nous sommes dans une société qui est en évolution, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il faut être conscient, attentif à ces différentes évolutions, de manière à les appréhender pour pouvoir adapter ses compétences professionnelles, être ouvert aux autres opinions qui évoluent elles aussi. Alors, au niveau des points communs, je dois aussi ajouter qu'on retrouve un dénominateur commun au niveau des publics auxquels nos différentes formations s'adressent. Pour le faire simple, ce sont des personnes qui sont en difficulté, ce qu'on
qu'on peut appeler les usagers, les bénéficiaires, les personnes en difficulté qui sont exclues, qui sont à la marge et qui ont besoin d'un accompagnement à certains moments de leur vie pour pouvoir retrouver une juste place au sein de notre société. Nos formations sociales sont composées de sciences humaines, de sciences sociales, mais aussi de techniques sociales et évidemment de valeurs. Une valeur qui nous paraît extrêmement importante, outre l'ouverture d'esprit, c'est une forme d'adhésion à la Déclaration universelle des droits humains qui constitue véritablement un socle de valeurs, elle aussi incontournable pour s'engager dans nos études, s'engager dans les divers métiers auxquels on forme. Alors, des métiers de l'humain, des métiers relationnels avec des contacts, de l'empathie et énormément de pratiques à l'école, en stage, puisque chacune des années des différentes formations impose des stages dès le début de ces formations. Grosso modo, en ce qui concerne les bacheliers, on peut dire qu'un tiers de la formation est consacré au stage. Alors, un élément spécifique de nos formations, c'est que le choix du stage est libre et à la responsabilité de l'étudiant, c'est-à-dire que c'est chacune et chacun d'entre vous, en tant qu'étudiant, qui trouvez votre stage en fonction de vos préférences, mais aussi de votre projet personnel. Et évidemment, il y a un accompagnement qui est proposé à l'école, mais ça reste la responsabilité de l'étudiante et de l'étudiant de trouver le stage qui peut lui convenir. Alors, le stage constitue un apprentissage évident sur le terrain, accompagné d'une part par un enseignant à l'école, mais aussi par un référent, une référente de stage, qui sera évidemment la personne qui, sur le terrain de stage, accompagnera l'étudiante, l'étudiant. Dernière chose au niveau des incontournables de notre formation, en tout cas des possibilités communes aux différentes formations, c'est cette possibilité de réaliser soit un stage, soit de suivre des cours à l'étranger, dans le cadre du programme Erasmus. Voilà les traits communs que je pouvais citer par rapport à nos différentes formations. Je vous propose peut-être dès lors d'enchaîner, effectivement, et de vous donner quelques éléments complémentaires au niveau de l'animation socioculturelle et sportive. Donc, cette formation d'animateur, d'animatrice socioculturelle et sportive est une formation professionnalisante sous la forme d'un bachelier en 3 ans qui comprend 180 crédits. Donc, l'intitulé officiel est bachelier éducateur spécialisé en activités socio-sportives, mais à Elmo, on emploie plutôt le terme d'animateur car la formation est orientée vers l'animation de groupe, ses techniques, la conduite de projet et on y a inséré une dimension culturelle, voire artistique. Alors, l'animateur socioculturel et sportif, c'est un travailleur social, une travailleuse sociale, dont la démarche est axée sur le collectif, sur le groupe. Il conçoit, il organise des animations diverses en utilisant toute une panoplie d'activités culturelles, artistiques, sportives, ludiques, multimédia. C'est un acteur de changement particulièrement attentif au vivre ensemble. Ce sont des travailleurs sociaux dont on a besoin et encore plus, à mon avis, à notre avis, après la crise que nous sommes en train de traverser, pour retisser le lien social qui est en pleine déliquescence, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'animateur socioculturel et sportif imagine, réalise des projets pour créer du lien, donc, et permettre l'émancipation de personnes de tous âges, de toutes origines, pour favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ce sont clairement des finalités qui sont visées par cette formation et par ce métier. Les contextes, les publics et les structures sont particulièrement variés. On peut aller vers l'éducation permanente, les événements culturels, les événements festifs, les lieux de loisirs, les organismes qui organisent de la prévention, de la sensibilisation, etc., etc., etc. De même, les publics avec lesquels l'animateur travaille sont extrêmement variés. Je ne vais pas les citer tous, mais ça va de la petite enfance aux enfants, aux ados, aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, etc., etc. Dès lors, les débouchés sont extrêmement diversifiés et variés. Vous pourrez travailler dans des mutualités, dans des centres sportifs, dans des maisons de jeunes, dans des maisons de repos, dans des bibliothèques, dans des centres d'accueil, par exemple, pour migrants, etc., etc. Alors, je vous propose peut-être avec la dia suivante d'aborder rapidement la structuration de cette formation, sans entrer évidemment dans un détail et dans une liste précise des cours que vous auriez à suivre, et d'évoquer ces axes de formation qui sont organisés autour du projet. Et donc, la méthodologie du projet est évidemment un élément central de cette formation. Deuxième axe de formation, c'est l'action collective. Donc là, on vise à la fois la dynamique de groupe, les métiers de l'animation, des cours qui entretiennent, qui sensibilisent à la notion de lien social.
Troisième axe, la communication, qui est évidemment indispensable dans la perspective de ce futur métier d'animateur socioculturel et sportif, communication relationnelle, avec aussi des cours de psychologie, du développement, psychologie sociale, etc. Quatrième axe, la culture et les techniques d'expression qui vont fournir aux étudiants des moyens d'animer les publics auxquels ils vont s'adresser. Cinquième élément, la dimension sportive et la dimension du mouvement, qui constituent aussi finalement des moyens pour animer ces différents publics. Sixième axe, le multimédia, importantissime, et qui est comment faire l'impasse sur cette notion de multimédia aujourd'hui, mais encore plus probablement demain. Alors, avant-dernier élément, c'est cette nécessité de vivre la future réalité professionnelle au travers évidemment des expériences de stage que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, dernier axe, comprendre la réalité professionnelle. Au-delà de la vivre, on invite les étudiants évidemment à se placer dans une posture réflexive par rapport aux expériences qu'ils traversent en stage, de manière à pouvoir se poser des questions sur la construction de leur identité professionnelle en cours. Je vais maintenant évoquer le bachelier assistant social et permettez-moi par contre de boire un petit coup avant. Donc, le bachelier assistant social est aussi une formation professionnalisante qui s'organise en 3 ans, 180 crédits, et qui conduit au métier d'assistant social, qui est un métier dont le titre est protégé par une loi qui date déjà de 1945. Pour faire court, on peut résumer le rôle de l'assistant social qui vise à dispenser toute une forme d'aide et d'accompagnement. Il intervient auprès des personnes, auprès des familles, des groupes, des collectivités, des communautés. Elle a un rôle d'écoute avec une approche assez individuelle, de compréhension, d'aide concrète. Il peut aussi déployer son offre de manière collective en fonction de la réalité du public qu'il aura à rencontrer. Elle fait le lien, l'assistant social, entre l'individu et son réseau, son institution, et plus généralement, la société. Il est capable d'analyser les situations sociales auxquelles il est confronté, d'être créatif, de construire des outils pour apporter une aide, un soutien, un accompagnement adéquat en fonction de la réalité et des besoins des personnes qui sont appelées à être accompagnées. Il est donc nécessaire de créer du dialogue, d'entrer en relation, d'écouter les besoins et de proposer des solutions. Parmi des exemples concrets des tâches que peut réaliser un assistant social, une assistante sociale, c'est par exemple trouver un logement d'urgence ou allouer un revenu d'aide sociale si on travaille par exemple dans un CPAS. Mettre en place une médiation familiale, passer avec des objectifs de réinsertion socio-professionnelle. La liste des exemples est infinie puisque les débouchés sont particulièrement variés. Les secteurs d'intervention sont multiples. Quelques exemples, de nouveau l'enfance, la petite enfance, mais aussi l'aide à la jeunesse, la santé mentale, le handicap, la culture, l'emploi, la justice, l'aide sociale, la précarité, etc., etc. C'est un bachelier qui, outre les débouchés professionnels, ouvre aussi à une multitude de masters, qui permet donc de prolonger ses études par un master. Et c'est d'ailleurs un phénomène que l'on constate de plus en plus généralement parmi nos étudiants qui sont en 3e année et qui l'année suivante s'inscrivent dans une prolongation de leur parcours éducatif en allant suivre l'un ou l'autre master. Alors, tous ces éléments se trouvent dans le programme de cours que, à nouveau, je ne vais pas détailler, mais simplement vous présenter les axes majeurs de formation, qui sont d'abord, d'une part, les méthodes d'intervention en travail social. Et là, on vise évidemment toutes les techniques qui permettent de travailler avec les différents publics auxquels vous seriez confrontés. Alors, on aborde aussi le cadre du métier d'assistante sociale et on vise notamment là les éléments législatifs qui organisent et qui cadrent les politiques sociales contemporaines. Être assistant social au cœur d'une société, on est là avec des cours disciplinaires qui vont vous apprendre des clés de lecture de notre société contemporaine, des éléments psychologiques, sociologiques, anthropologiques, économiques, philosophiques, et donc une série de disciplines issues des sciences humaines et sociales qui ont, je le répète, pour but de vous apprendre à décoder notre monde d'aujourd'hui. De même, dans l'axe comprendre les humains et la société, on va là axer cette compréhension sur les individus et la manière dont ils agissent dans les différents groupes sociaux qui constituent notre société contemporaine.
Un élément supplémentaire est cette possibilité de suivre des cours à option, qu'on appelle chez nous des cours à choix, à partir de la 2e année, voire des activités personnelles de formation, une réalité qu'on retrouve aussi chez les animateurs, qui sont des options que les étudiants peuvent suivre à l'extérieur de notre école en fonction des priorités qu'on peut évoquer dans cette construction du projet professionnel. Dernier élément, vivre la réalité professionnelle, de nouveau, va amener les étudiants à réaliser des stages, comme je l'évoquais, chaque année du bachelier, et à se positionner de manière réflexive aussi par rapport à ce que les étudiants rencontrent durant leur expérience de stage. Et pour terminer cette présentation de nos 2 bacheliers, assister une nouvelle fois sur l'importance des stages qui occupent donc une part extrêmement importante de ces formations et qui nécessite évidemment de pouvoir se confronter très vite à la future réalité professionnelle. Voilà donc ce que je pouvais vous dire au sujet des 2 bacheliers que nous organisons au sein du département social de Elmo. Un tout grand merci. Bah oui, voilà, on espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ces 2 formations, animation socioculturelle et sportive et assistant social. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà, on vient de vous donner plein d'informations. Peut-être vous avez encore des interrogations. Donc, posez vos questions. On est là pour ça. C'est l'objectif aussi de ce rendez-vous du mercredi après-midi. Comme on sait, c'est pas toujours facile de pouvoir poser des questions et d'avoir ces éléments d'info-études. Donc, posez vos questions. On est là pour ça. On va tout de suite retrouver Marjorie pour aborder les formations qui sont donc proposées à Elmo CFEL et principalement la formation d'éducateurs, éducatrices spécialisés donc en accompagnement psycho-éducatif. Vous le voyez, il y a également une spécialisation, on en parlera plus tard et on vous renverra vers le site internet. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le bachelier et je vois que Marjorie nous a rejoint. Donc voilà, je te laisse la parole pour nous donner plein d'informations sur ce cursus. Merci Stéphanie. Alors, effectivement, je vais maintenant aborder la formation que nous proposons au CFEL, donc une formation d'éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Alors, l'éducateur, c'est un professionnel de la relation, parmi d'autres, mais vraiment sa spécificité, ça va être, je crois, je peux le dire de cette manière-là, c'est qu'il vit avec l'autre. Il partage des morceaux de vie plus ou moins importants des personnes qu'il va accompagner. Le point de départ de cette relation professionnelle va donc être la qualité de présence à l'autre dans la durée, le plus souvent, ou lorsque on se trouve dans des temps plus courts, comme des accueils en urgence, par exemple, en tout cas dans la perspective de permettre à l'autre de se construire dans la durée. Alors, cette posture, elle va se mettre en place au quotidien, dans le partage de tous les petits événements qui font la vie d'une personne, dans son milieu de vie ou bien en institution, avec d'autres professionnels. Donc, l'éducateur va vraiment participer à cette vie de l'institution. Il est une présence quotidienne et ça va être de cette manière-là qu'il va permettre aux personnes de prendre confiance dans leur existence et qu'il va favoriser le développement des personnes avec lesquelles il travaille, que j'évoquais tout à l'heure, quand je disais finalement l'éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif, il a une mission d'éducation au sens large, de développement de la personne. Et c'est dans cette proximité et par son propre engagement, l'engagement de sa personne comme professionnel dans les relations, qu'il va provoquer des situations qui sont propices à ce que les personnes se réapproprient leur existence. Alors, l'éducateur, donc, il va travailler à offrir des expériences relationnelles qui visent à faire en sorte que l'autre, il puisse se développer comme acteur de son propre cheminement, de sa propre évolution. Donc, il va travailler avec les personnes, non pas à partir
d'un objectif prédéfini, mais à partir, bien sûr, dans le cadre de ce qui lui est confié comme mandat, de travailler avec la personne, mais en partant d'abord de la personne. Il va être amené à travailler avec des personnes de tous âges et de toutes situations, qui vont aller de situations de très grande fragilité, avec du travail en rue, avec du travail dans des institutions d'insertion, du travail dans des services psychiatriques, travail aussi dans des services d'accueil de personnes en difficulté, travail dans des IPPJ, etc. À des situations aussi beaucoup plus classiques, entre guillemets, avec des personnes donc qui sont finalement engagées dans les institutions qui jalonnent la vie des individus en société, les crèches, les écoles, les centres qui accueillent des enfants avec certains troubles du développement, des maisons de jeunes, des AMO, des maisons de repos et de soins. Donc, il va travailler avec des êtres humains à tout moment du parcours de vie de ces personnes, en partant de ces personnes dans une perspective émancipatrice. Alors, vous l'avez sûrement déjà là bien en tête, l'éducateur va travailler sur le terrain avec d'autres professionnels, dont les professionnels évoqués dans les formations que Salim vient de vous présenter, ainsi que de nombreux autres. Une des facettes importantes de ce métier de l'éducateur spécialisé, c'est que c'est un travail qui se pratique en équipe pluridisciplinaire. Il travaille avec des médecins, des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, des ergothérapeutes, des logopèdes, des psychomotriciens, des assistants sociaux, des animateurs. Voilà, je pense qu'il y a un petit souci. On a perdu Marjorie. Je suis sûre qu'elle va revenir tout prochainement. Donc Marjorie, vous parlez effectivement de cette particularité, de cette spécificité qu'ont l'éducateur et les assistants sociaux de travailler vraiment dans des équipes pluridisciplinaires. Et donc il y a aussi le souci pour l'éducateur, l'éducatrice spécialisée d'être avec la personne. Il ne travaille pas seul. Il a sa capacité de travailler en équipe. Ça, c'est vraiment une compétence indispensable que vous aurez à accueillir pour éducateurs, éducatrices spécialisés. Voilà, comme ça, je complétais ici le propos qu'était en train de vous indiquer Marjorie. Je pense qu'ici à la régie, on va regarder pour la faire revenir. En attendant, je vais continuer, en attendant qu'elle nous rejoigne, en vous parlant des axes de formation, des axes principaux que vous aurez dans cette formation d'éducateurs, éducatrices très spécialisés. Vous avez les différents axes qui sont repris ici, et c'est certain qu'un des premiers, c'est l'axe des sciences humaines et sociales. C'est sûr qu'on est dans une formation tournée au niveau théorique et pratique autour des sciences humaines. Donc, vous le voyez, de l'anthropologie, voilà, de la sociologie, de la psychologie, de la politique économique, etc. L'idée, c'est d'être, voilà, dans la société, de comprendre cette société, de comprendre les différents tenants et aboutissants, comment elle fonctionne. Et donc, les sciences humaines et sociales sont évidemment très importantes. Maintenant, le cœur de la formation, c'est l'expérience, le stage, la pratique et le travail autour de ce stage. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce rapport permanent avec le monde professionnel, c'est quelque chose qui est particulièrement fort à Elmo CFEL. Et tous les formateurs qui vont encadrer la pratique professionnelle, ce sont eux-mêmes des professionnels ou des anciens professionnels. Et donc, ils peuvent avoir cette compréhension et cette connaissance du monde professionnel, des réalités de la profession. Donc, on est conscient des réalités du terrain, on est en rapport étroit avec les associations, le monde professionnel. Et il y a un choix qui est très particulier, qui est vraiment spécifique à Elmo CFEL, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres écoles. Eh bien, c'est la possibilité d'avoir une expérience de terrain, de stage, dès le début de la première année. Quand on dit dès le début, c'est une semaine après la rentrée. On part en stage et c'est vraiment une spécificité, c'est une façon d'être sur le terrain directement et d'être directement confronté avec le choix d'études que vous aurez posé. On a directement une expérience sur le terrain.
Il y a une grande focale qui est mise aussi au niveau des activités autour de l'expérience de la relation, du corps, de l'expression. L'éducateur spécialisé, il se construit vraiment comme un être de relation. Ça, c'est quelque chose d'important. On parle vraiment d'accompagnement de relation. Et il faut expérimenter cela dans les activités de formation pour pouvoir les utiliser sur le terrain. Donc, c'est apprendre les techniques, mais surtout s'expérimenter dans une série de techniques pour ensuite être utilisées sur le terrain. Donc, vous voyez quelques exemples ici, la communication écrite, l'éducation corporelle, musicale, du théâtre, des arts plastiques, etc. Et donc, on va pouvoir utiliser ces techniques sur le terrain en fonction des publics, en fonction de ce qui sera le plus pertinent à utiliser comme occasion d'éducation auprès de la personne. Voilà, on va continuer. Je ne sais pas si en régie, vous pouvez peut-être me dire ici dans le chat si Marjorie peut nous rejoindre, si elle peut venir nous expliquer. En tout cas, on continue ici donc avec une autre partie, j'en parlais au début, pour aborder la complexité humaine, les sciences humaines, j'en ai parlé, anthropologie, psychologie, sociologie, citoyenneté, bien évidemment, que je n'avais pas cité tout à l'heure. C'est sûr que la citoyenneté, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, on aura aussi un axe peut-être un peu plus tout ce qui va concerner le cadre légal, le cadre professionnel dans lequel les éducateurs travaillent. C'est important pour comprendre la société et ses mécanismes et avoir aussi une culture, une certaine ouverture. Et puis, Elmo CFEL propose aussi un travail assez réflexif sur justement le métier, le rôle de l'éducateur, quelle est sa fonction, quel est son rôle, quelle est son approche. Et on le citait tout à l'heure, Marjorie vous en parlait tout à l'heure, beaucoup de projets professionnels avec des associations locales. On va faire des travaux de groupe. On va demander aux étudiants d'être très participatifs dans la vie de l'école et puis engagés aussi pour une société plus juste. Voilà un petit peu pour les axes de formation. Et je vous propose de réaccueillir tout de suite Salim. Maintenant qu'on a abordé les bacheliers, assistants sociaux, animateurs et puis ici éducateurs spécialisés, Salim va vous parler d'un master qui est proposé à Elmo ESAS avec, en collaboration avec la HEPL, un master en ingénierie et action sociale qui est accessible à tous ces bacheliers-là et puis à plein d'autres également. Merci. Donc effectivement, ce master est organisé en 2 ans et comprend 120 crédits accessibles depuis un nombre important de bacheliers, AS, Éduc, Anim, Coopération internationale, infirmiers en santé communautaire, etc., etc. Comme le disait Stéphanie, c'est un master qui est en co-diplomation avec la Haute École de la province de Liège. Donc ici, je me dois d'introduire une nuance par rapport au bâtiment que je présentais tout à l'heure. Les étudiants qui suivent le MIAS, comme on l'appelle, le Master en ingénierie et action sociale, ont des cours qui sont organisés à la fois dans nos bâtiments à Elmo ESAS dans le quartier du Lion-d'Eau, mais aussi à la HEPL sur le site de Gemep. Et donc, les étudiants, durant le premier quadrimestre, sont essentiellement à Gemep, et puis durant le second quadrimestre, essentiellement à Elmo ESAS. Ce master est spécialement destiné aux futurs cadres du secteur non marchand et donc permet d'accéder à des fonctions de coordination, de direction dans ce secteur non marchand au sens large. Ce sont donc des postes à responsabilité, des postes qui comprennent des dimensions d'expertise dans le monde de l'action sociale. Par exemple, je le disais, une fonction de direction d'une institution, ouvrir une crèche ou sa propre association, sa propre ASBL, être chef de service, gestionnaire de projet, etc., etc. On retrouve dans les axes de formation des cours qui vont donc octroyer aux futurs diplômés des compétences en matière notamment de gestion. Le premier axe de formation vise la compréhension du contexte de l'action sociale et on est là de nouveau sur des cours qui vont permettre effectivement de comprendre le fonctionnement de notre monde contemporain, mais avec un niveau de profondeur qui dépasse celui qu'on propose dans les bacheliers. On est bien dans un master. Deuxième axe de formation, piloter une organisation. Et il s'agit là de donner aux étudiants des compétences professionnelles destinées à piloter une organisation, c'est-à-dire, pour prendre un mot qui ne correspond pas tout à fait au secteur social, mais je me le permets, à manager une organisation, pour prendre un mot
issus du secteur marchand justement. Ce sont des cours, des moments de formation qui donnent ces outils de manière à endosser cette responsabilité de direction, de gestionnaire. Troisième élément, pratiquer et utiliser la recherche. Il s'agit là de développer cette posture réflexive, à savoir être capable d'analyser, ce sont bien des compétences d'analyse et pas de gestion qui sont ici visées, certains pans de cette réalité sociale à laquelle sont confrontés les étudiants. Quatrième axe, concevoir et mener des projets. Ici, on est évidemment sur la logique de la gestion de projet, avec, par exemple, la nécessité de comprendre comment on peut obtenir des subsides et monter des projets de réponse à des offres et à des appels à projets. Dernier élément, ce sont aussi les stages qui sont présents dans les 2 années de la formation. Et puis le TFE, le mémoire qui ponctue cette formation sous la forme, et c'est une nouveauté, non plus d'un mémoire tel que pratiqué auparavant, mais plutôt d'un article scientifique. Les stages, j'en ai parlé. Donc, ces stages, ils sont construits, proposés en concertation avec les enseignants et vont être réalisés dans des secteurs où les étudiants sont confrontés avec ces fonctions de coordination, ces fonctions de responsabilité. Alors, une spécificité de ce master, tout de même, je dois le préciser, est qu'il s'adresse à la fois à des étudiants que je pourrais qualifier entre guillemets de classiques, et puis à des étudiants travailleurs qu'on appelle des professionnels. Et dès lors, les modalités horaires, les modalités d'organisation de ce master sont doubles. D'une part, des cours de jour, et plutôt, alors d'autre part, des cours qui sont organisés en horaire relativement décalé, de manière à permettre à ceux qui travaillent de pouvoir suivre en plus ce master. Pour les professionnels, de manière aussi à ce que ce soit vivable, une série d'aménagements sont proposés de manière à pouvoir suivre sur un temps plus long que 2 ans les différents cours et de manière à mener de front à la fois son métier et à la fois ses études dans le cadre de ce master. Voilà ce que je pouvais présenter de manière générale par rapport au MIAS, au master en ingénierie et action sociale. Merci beaucoup. Et alors, on va vous donner juste 2-3 petits mots sur des spécialisations qui sont organisées et à Elmo ESAS et à Elmo CFEL. Donc, vous les voyez indiquées ici. Ce sont des spécialisations qui peuvent se faire après les bacheliers, ici organisées par Elmo ESAS et le CPSE. Donc, des formations qui vont se faire en horaire décalé, notamment intervenant en thérapie familiale systémique, donc basée sur une pratique thérapeutique avec les différents protagonistes d'une famille, d'un couple, d'une institution, d'un groupe. Également intervenant en intervention systémique et travail social. Et puis, Elmo CFEL propose également une spécialisation en accompagnement en milieu scolaire qui est organisée en fonction des demandes. Donc, pour ça, on vous renvoie vraiment vers notre site internet à voir un petit peu comment ça se déroulera pour l'année prochaine, qui est organisée en collaboration, en codiplomation avec la HECH, Haute École Charlemagne. Et donc là, c'est se spécialiser en un an pour intervenir au quotidien dans les écoles, les internats, voilà, tout ce qui est accompagnement en milieu scolaire. On a fait comme ça le panel de toutes ces formations sociales et socio-éducatives. Avant de passer aux questions-réponses, puisque c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, et Marjorie est bien revenue avec nous et pourra donc répondre à toutes vos questions sur le CFEL et éducateur spécialisé. Avant cela, un tout petit coup d'œil sur le planning pour plus d'informations, les ressources, les brochures, l'agenda. Rendez-vous sur notre site elmo.be dans l'onglet Futurs étudiants. Vous retrouvez toutes les infos. Les cursus du mercredi continuent la semaine prochaine. On abordera 2 bacheliers techniques, automatisation et robotique. Et puis l'agenda Futurs étudiants, eh bien, ce sont aussi les portes ouvertes qui sont organisées en présentiel, on l'espère. On croise les doigts, on essaye de mettre des choses en place pour que ce soit bien possible le 8 mai et de toute façon le 4 septembre. Là, on espérera bien que ce sera possible. Pour voilà les modalités concrètes, bien on suit la situation et puis on donnera toutes les infos sur les pages Facebook, les sites internet. On espère bien pour l'instant le faire en présentiel. On vous tient au courant. Et puis sachez que les inscriptions en ligne commenceront dès le 8 mai, jour donc de cette journée porte ouverte.
Voilà, eh bien, je vous propose de réaccueillir Salim et Marjorie pour pouvoir, passer à vos questions qu'on espère nombreuses. On espère qu'on vous a surtout donné un maximum d'infos, mais peut-être qu'il y a encore des précisions que vous souhaitez avoir. Et voilà, des questions que vous vous posez encore. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une première question? Voilà, de Alice qui demande en quoi consistent les cours à choix et formation personnelle du côté des animateurs. Donc, chez les animateurs, il n'y a pas véritablement de cours à choix puisque ce sont systématiquement des activités personnelles de formation, des APF, qui remplacent les cours à choix qu'on a dans le bachelier assistant social. Ces activités personnelles de formation sont des options que les étudiants doivent choisir en dehors de l'école, en dehors de l'ESAS, correspondant à leur projet professionnel. Et on a des étudiants qui suivent des cours de langue des signes, des cours de langue tout court, qui vont apprendre du théâtre de manière plus spécifique. Enfin bref, c'est au bon vouloir de l'étudiant. Évidemment, il faut que ça corresponde au projet porté par la formation. Mais quoi qu'il en soit, les possibilités sont multiples et elles sont au choix de l'étudiant. Super, merci beaucoup. Voilà, Alice, j'espère que ça répond à ta question. Alors, Lara, pour les stages, nous pouvons choisir n'importe quel endroit. Peut-être Marjorie, un petit mot sur les stages au CFEL et puis Salim sur le fonctionnement, revenir sur le fonctionnement à l'ESAS. Alors, concernant les stages vont être distribués donc au CFEL dans des milieux différents en fonction des années et en fonction des focales qui vont se travailler plus particulièrement dans chacune des années du bachelier. Alors, le CFEL travaille avec toute une série de partenaires, de professionnels de terrain, d'institutions dans tous les secteurs de l'éducation spécialisée, avec lesquels l'équipe donc de professeurs de pratique professionnelle et d'ailleurs l'institution en elle-même vont entretenir vraiment des liens étroits. Et donc, les étudiants, en concertation et dans l'accompagnement avec leurs professeurs de pratique professionnelle, vont choisir un stage qui à la fois correspond aux exigences de la pratique professionnelle de l'année dans laquelle ils se trouvent et à la fois aux, je dirais, partenariats qui existent avec l'école. Donc tout ça se fait en concertation et de manière tout à fait accompagnée, de manière très proche. Dès le stage de première année, quand les étudiants s'inscrivent, il y a un stage pour démarrer la formation. Eh bien, le choix de ce lieu de stage se fait avec l'accompagnement de l'équipe des professeurs de pratique professionnelle. Merci. Et du côté de l'ESAS, on peut aussi, voilà, comment ça se passe pour le choisir les différents endroits? Donc, c'est l'étudiante ou l'étudiant qui choisit le lieu de stage, mais il faut évidemment que ce soit un endroit où du travail social soit pratiqué et que ce soit un endroit accepté par l'école par la voix de l'enseignant référent qui accompagne les étudiants dans la mise en stage et durant ce stage. Cela fait l'objet d'une convention avec nos partenaires, avec l'école et avec l'étudiant, et à partir de cette convention, alors le choix du stage est validé. Merci beaucoup. Voilà, on espère que c'est plus clair pour les stages. Vous l'avez compris, de la concertation, de l'accompagnement, et tout ça se fait en dialogue, voilà, bien en lien avec les formations qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, le métier d'assistant social au quotidien est-il principalement administratif? Alors, je ne peux pas répondre à cette question de manière totale puisque cela va dépendre du secteur d'activité dans lequel cette fonction d'assistant social sera exercée. Il y a des secteurs où effectivement le métier est essentiellement administratif, et puis il y en a d'autres où pas du tout. Donc, je réponds, en fonction du secteur, il y aura une part plus ou moins importante de travail administratif. C'est évident. Voilà, ben oui, c'est sûr que ça dépend. On vous l'avait dit aussi dans la présentation, les secteurs sont très nombreux dans chaque formation. Donc, c'est sûr que le quotidien d'une assistante sociale, d'un éducateur ou d'un animateur, ça va être très différent en fonction du secteur dans lequel il ou elle travaille. Alors, Hugo qui demande ce qui différencie notre école d'éducateurs spécialisés à une autre école. Voilà, dans ces cas-là, je vais laisser Marjorie évidemment me compléter.
Mais c'est sûr que quelques premières pistes déjà générales, et puis je laisserai Marjorie pour parler plus spécifiquement. Comparer évidemment les programmes de cours, vous les retrouvez sur les sites. Ici, on vous a donné les axes de formation sur les sites internet. Les programmes sont vraiment détaillés avec tous les cours. Donc ça vaut la peine d'aller comparer. Et peut-être qu'un programme vous interpellera, vous intéressera plus qu'un autre. Il y a des différences d'approche, de sensibilité. Ici, on vous a parlé du CFL. Marjorie peut peut-être redonner quelques infos. Vous avez un peu l'approche qui est proposée à Elmo. Renseignez-vous pour l'autre approche et voyez encore une fois celle qui vous parle le plus. Et puis, le cadre, le lieu. Donc ici, les visites ne sont pas encore possibles. On espère qu'elles le seront à la porte ouverte en mai, sinon en septembre. Donc, venez visiter, venez sentir l'ambiance, venez voir l'environnement d'études dès que ce sera possible. Et ça aussi, ça peut être un élément qui peut jouer ce cadre d'études dans lequel peut-être vous sentirez mieux d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Prenez bien les infos de chaque côté et puis écoutez-vous et allez là où vous sentez le mieux. Voilà, Marjorie, au niveau des différences, peut-être plus d'approche pédagogique, etc., tu peux peut-être me compléter? Alors, moi, je ne vais pas parler évidemment des autres écoles. Je vais parler de ce que je connais. Et je trouve que ce que tu as dit, Stéphanie, est vraiment tout à fait important. Je crois que, et c'est en rapport avec ce que j'évoquais quand je parlais du site, je crois qu'il faut venir voir l'école, sentir une ambiance. Ce que je peux dire concernant notre école et la manière dont nous travaillons avec nos étudiants, c'est que il y a véritablement une volonté au CFEL que tous les cours et ceux donc qui font partie de tous les axes que je crois que tu as évoqués tout à l'heure à Stéphanie, bien sûr la pratique professionnelle, mais aussi toutes les activités autour de l'expérience, de la relation, corps et expression, ainsi que tous les cours qui sont parfois qui apparaissent comme plus conceptuels, mais qui en fait sont des activités qui vont permettre de mieux comprendre les différents aspects de la relation éducative. Donc, toutes les activités d'apprentissage que nous proposons, nous les proposons en rapport avec le métier auquel nous formons. Il y a vraiment une attention forte à ce que l'ensemble des formateurs, tant que faire se peut, connaissent bien ce métier, puissent y faire référence avec une volonté d'ancrer notre proposition de formation dans une formation professionnalisante. C'est le cas de tous les bacheliers, mais comme je le dis, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, mais bien de ce que je connais. Nous travaillons en petits groupes. Il y a un accompagnement individualisé qui est présent tout le long de la formation. Et je le disais, à la fois parce que l'accompagnement en pratique professionnelle se fait avec des personnes qui sont elles-mêmes des éducateurs, des éducatrices spécialisées, parfois toujours en fonction dans différents terrains, parfois qui ont orienté leur carrière vers la formation, mais qui toutes ont une expérience longue du terrain et qui donc connaissent bien ce métier-là, mais aussi tous les autres intervenants qui connaissent bien ce métier auquel nous formons. Voilà ce que je peux dire. Très bien, oui, tout à fait. Alors pour ces questions-là, sachez également, je n'en ai pas parlé dans les ressources et les agendas, mais on a des étudiants ambassadeurs dont vous pouvez retrouver les coordonnées sur notre espace Futur Étudiant. Il y a également un groupe Facebook d'échange entre étudiants et futurs étudiants. Et c'est vrai que aller discuter un peu avec des étudiants qui sont actuellement inscrits dans nos cursus sur cette ambiance, cette approche, ces spécificités, c'est aussi une autre porte d'entrée, peut-être d'autres intervenants que nous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller les trouver. Page étudiants ambassadeurs sur notre site et le groupe Facebook échange entre étudiants et futurs étudiants. Voilà. Alors, on a une autre question ici de Hélène qui sont quels sont les débouchés, chances de trouver un travail en sortant d'éducateur spécialisé? Je me permets, donc éducateur spécialisé, les chances de trouver un travail et les débouchés. Alors il y a évidemment deux questions en une. Je vais commencer par la question des débouchés. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que je ne sais pas très bien à quel moment finalement j'ai été déconnectée.
continué de donner toute une série d'informations alors que je n'étais déjà plus présente dans le live. Les secteurs sont très nombreux. Donc, les débouchés sont très variés. Les secteurs de l'éducation spécialisée concernent vraiment l'accompagnement des personnes dans tout dans tous les moments, je veux dire, de leur parcours de vie. Alors, on évoquait tout à l'heure le métier de l'assistant social comme étant un métier protégé. Ce qui est quelque chose de vraiment très, très important. Les éducateurs spécialisés en accompagnement psychoéducatif sont les seules personnes qui, depuis quelques années maintenant, peuvent être engagées en milieu scolaire. Mais le milieu scolaire n'est pas le milieu qui accueille jusqu'à présent le plus grand nombre d'éducateurs, d'éducatrices spécialisés. Les secteurs de l'aide à la jeunesse et les secteurs du handicap sont des secteurs, je dirais, traditionnels d'engagement des éducateurs spécialisés, mais de très nombreux autres secteurs sont également concernés par l'engagement de ces professionnels-là. Donc, tout ce qui concerne le travail avec les adultes en difficulté. Les maisons de repos et de soins sont un secteur qui est vraiment en émergence. On sait que nos populations européennes, elles sont vieillies et que les conditions d'accueil en maison de repos constituent une question sociale vraiment contemporaine et importante. Et de plus en plus d'éducateurs, d'éducatrices travaillent dans les maisons de repos et de soins. Bien sûr, les secteurs de la psychiatrie, toute la santé mentale, je vais le dire de cette manière-là, est concernée par le fait d'engager des éducateurs, des éducatrices. J'ai évoqué d'autres exemples tout à l'heure, les maisons de jeunes, les AMO, les crèches, les écoles, et pas seulement les écoles secondaires. De plus en plus, on voit apparaître des postes dans des écoles primaires et même dans des écoles maternelles. Il y a évidemment également le secteur pénitentiaire, les IBPJ. J'ai sûrement oublié l'un ou l'autre secteur, mais je crois que ce qu'il est important pour répondre à la question d'Hélène, c'est de pouvoir montrer que les débouchés sont très larges. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Alors, les chances de trouver un travail en sortant d'éducateurs spécialisés, parce que c'est une question qui est importante pour les jeunes qui s'engagent dans des formations aujourd'hui. Je crois qu'il faut tenir compte du fait que nous vivons dans des sociétés où la question de l'emploi est une question qui pose souvent des difficultés à plusieurs jeunes. Ce que je peux dire de la place que j'occupe, c'est que beaucoup d'étudiants qui reviennent nous voir, car souvent ils reviennent, ou ceux que nous avons sondés après leur départ de nombreux étudiants rapidement de l'emploi. Cela ne veut pas dire qu'ils trouvent un emploi stable et définitif rapidement. Souvent, il faut le dire, la carrière et la trajectoire professionnelle est plutôt marquée par une succession d'emplois qui sont à durée déterminée, même si je n'évacue pas l'idée que certains trouvent un travail plus stable dans la durée rapidement. Mais je dois dire que il y a des perspectives d'emploi qui sont réelles dans le contexte social global que nous connaissons et qui ne doit pas être évacué de la question, et ça, je crois, pour n'importe quel cursus. Oui, oui, c'est sûr que éducateur, assistant social, animateur, on l'a dit dans le social, le socio-éducatif, dans l'évolution de notre société, on va en demander évidemment des travailleurs sociaux, des accompagnateurs, c'est quelque chose qui est demandé. Alors c'est sûr que on est peut-être moins dans des métiers en pénurie ou dans des métiers très spécifiques techniques où on vient vraiment vous chercher à la sortie des études, mais par contre on en demande, on en a besoin, la société a besoin de travailleurs, d'accompagnateurs qui vont être efficaces et compétents, donc la société en demande. Et puis encore une fois, ce sont des métiers
pas de passion, mais des métiers humains, des métiers voilà qu'on fait vraiment aussi parce qu'on a envie d'aider, on a envie d'agir, on a envie d'être dans de la relation, on a envie d'accompagner. Et il faut faire quelque chose qu'on aime. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut pas oublier. Je lève la main, le doigt, hein, comme à l'école, pour juste quelque chose qui me vient à l'esprit et qui me semble important. C'est qu'aujourd'hui, les parcours d'études des jeunes ne se présentent plus nécessairement toujours d'une manière très linéaire non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un des débouchés du bachelier en éducateur, donc spécialisé en accompagnement psychoéducatif, c'est aussi de réaliser un bachelier qui va vous donner une solide base pour vous diriger vers des masters, si vous le souhaitez, dans la suite d'un parcours. Je trouve que c'est important aujourd'hui où les parcours les questions se posent parfois moins pour les jeunes en termes de est-ce que je fais un master ou est-ce que je fais un bachelier, mais parfois avec des parcours qui passent du bachelier au master, des hautes écoles vers les hautes écoles ou les universités. C'est un des débouchés qui me semble en lien avec des préoccupations de jeunes aujourd'hui, enfin de ce que j'en sais. Super, merci beaucoup. On va peut-être continuer avec d'autres questions. Si on a Alison qui aimerait savoir si dans le cursus d'éducateur spécialisé, y a-t-il des cours de sport, natation ou autre? Alors, dans ce cursus, il y a des cours qui proposent des activités psychomotrices, je vais le dire de cette manière-là, et notamment, oui, il y a une proposition d'un atelier où vous vous rendez à la piscine avec un formateur. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, il s'agit moins d'acquérir des techniques que de se frotter à expérimenter son être dans différentes propositions qui peuvent être des occasions de relation. Donc, si la question c'est est-ce que je vais devoir aller à la piscine, la réponse est oui. Si la question est est-ce que je dois être sportif pour pouvoir participer au cours, la réponse est non. Peut-être ça pourrait être intéressant d'avoir du côté de animation socioculturelle et sportive. Voilà, ce serait peut-être une question qui intéresse aussi nos spectateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aussi des cours de sport dans cette formation d'animation socioculturelle et sportive, hein? On a cette appellation, donc la question se pose également. Ah non, pas du tout. Donc oui, évidemment, puisque le nom le comprend, il y a toute une série d'activités sportives qui sont proposées de manière obligatoire aux étudiants. Alors le sport est vu comme un outil d'animation. Et donc l'objectif, c'est de faire découvrir aux étudiants toute une série de sports alors connus, mais voire aussi beaucoup moins connus, et dans une perspective inclusive, c'est-à-dire du sport pour tous et pour toutes. Donc ça, c'est aussi une dimension, et là je rejoins évidemment ce que Marjorie disait, il ne s'agit pas de faire de vous des sportifs de haut niveau dans les disciplines qui sont appréhendées, pas du tout, mais véritablement d'appréhender le sport comme un outil d'inclusion des personnes qui connaissent des difficultés par ailleurs. Alors voilà, je vois que ça fait 1 heure qu'on est ensemble et que c'est très agréable, mais on a aussi envie de vous laisser profiter un peu de votre mercredi après-midi. On va peut-être prendre une dernière question qu'on découvre ici. Est-ce que le fait d'être timide risque de poser un problème pour exercer le métier d'éducateur spécialisé? Marjorie. C'est une question un peu délicate au sens où quand on dit de quelqu'un qu'il est timide, je trouve, en tout cas ma représentation, c'est que je peux mettre toute une série de représentations derrière cette timidité. La timidité peut peut-être être un atout pour l'éducateur s'il sait en faire quelque chose dans la relation pour l'autre. Mais en tout cas, si la question c'est est-ce que je vais devoir me mettre en jeu dans cette formation? Est-ce que je vais devoir ne pas me cacher? Est-ce que je vais être amenée à m'engager dans des situations qui peut-être vont venir me confronter avec cette timidité-là? Alors la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il sera nécessaire pour pouvoir expérimenter les différentes propositions de la formation,
il sera nécessaire de faire avec cette timidité et peut-être d'aller au-delà ou en tout cas d'oser. On va vous demander d'oser. Vous mettre en jeu dans la relation. Alors, je crois qu'il y a quand même une nouvelle question qui nous est parvenue. On a envie d'y répondre, donc on va la découvrir. Quelles sont les perspectives d'études après un bachelier assistant social, à part le master en ingénierie et action sociale, donc c'est le MIAS, et pas le MIST. Donc, d'abord vous dire que c'est effectivement un phénomène qui se développe de plus en plus, des étudiants qui viennent obtenir leur diplôme de bachelier assistant social, assistante sociale, et qui après s'engagent dans une prolongation de leurs études. Alors les parcours classiques, ce sont des masters en sociologie, en anthropologie, en criminologie, des masters en psychologie, des masters en sciences de l'éducation aussi, et un master en gestion des conflits qui existe depuis pas trop longtemps et que nos alumni fréquentent également. Donc, il y a régulièrement la question suivante qui se pose. Est-ce que j'ai le niveau pour aller suivre un master universitaire ou un master tout court à l'issue de ces 3 années de formation? La réponse est oui. La réponse est d'autant plus oui qu'en général, ce sont des étudiants passionnés, motivés et engagés qui continuent leurs études. Et nous n'avons encore que très rarement vu des étudiants qui arrêtaient en cours leur master parce que pas à niveau. C'est quelque chose qui finalement se passe assez bien et qui correspond à cette logique de développement des compétences tout au long de la vie. Alors soit directement après le bachelier, soit plus tard dans votre carrière, ça peut être véritablement un enrichissement à vous proposer. Voilà. Un tout grand merci. Voilà, je crois qu'on a peut-être répondu à toutes vos questions. On espère en tout cas voilà, que vous y voyez plus clair dans les différences entre ces formations, sur les débouchés, etc. On espère vous avoir répondu au mieux. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà. Bon après-midi. Merci encore. Bon après-midi. Au revoir.